Alors, bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Gancam. C'est un grand plaisir et surtout un immense honneur pour moi de pouvoir participer, même si c'est de façon plutôt à distance, à cette conférence. Je pense que cette conférence est vraiment une excellente initiative et je suis très content de pouvoir encore une fois parler avec vous de deux sujets qui me tiennent à cœur dans la transplantation d'honneur vivant, c'est l'évaluation du candidat donneur receveur et on verra cet après-midi, un peu plus tard, c'est les complications en transplantation. Donc, le premier sujet dont on va parler, c'est l'évaluation du candidat donneur et du candidat receveur dans la transplantation de rein en don vivant. Alors, le but de l'évaluation du donneur et du receveur dans la transplantation donneur vivant, c'est quoi? Eh bien, les buts sont multiples. Un des premiers buts, c'est d'identifier quelles sont les sources d'exclusion d'une transplantation rénale. Qu'est-ce qui pourra nous faire décider de ne plus transplanter? Ça peut être d'un ordre médical, ça peut être d'un ordre psychologique, ça peut être d'un ordre chirurgical, mais évaluer un patient, c'est vraiment voir quelles sont les sources d'exclusion de la transplantation rénale, d'abord en premier lieu. Et puis il y a aussi identifier quels sont les risques possibles pour le donneur. Parce qu'il ne serait pas éthique d'effectuer une transplantation, un prélèvement chez un patient qui est donneur volontaire altruiste et faire en sorte que ce patient-là court un risque pour sa santé plus tard. Les risques pour le patient donneur, ça peut être quoi? Des risques cardiovasculaires, des risques rénaux, des risques psychologiques. Donc une bonne évaluation du donneur vivant doit pouvoir identifier ces risques-là. Pour le receveur, il faut aussi identifier quels sont les risques. Est-ce que le rein qu'on donne au receveur est un rein qui va encore plus gréver son pronostic? Est-ce que ce patient-là, s'il n'avait pas eu le rein qu'on lui a donné, n'aurait pas été mieux portant? Et donc, il s'agit essentiellement du risque infectieux. Et alors, il faut identifier et prévenir les risques de complications post-transplantation. Insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique, reprise retardée de fonction, ce qu'on appelle la DGF. Et enfin, il faut identifier et également prévenir les risques de récidive de la pathologie initiale post-transplantation. Donc, ce n'est pas une mince affaire, l'évaluation du candidat donneur et du candidat receveur, mais c'est quelque chose qui est vraiment passionnant à faire et nous allons voir dans les prochains dias comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Donc, les différentes étapes de l'évaluation du candidat donneur vivant et du candidat receveur, c'est quoi? J'ai choisi ici de les mettre un petit peu plic-ploc. Eh bien, il y a une évaluation que j'aime appeler évaluation rénale proprement dite. Ça veut dire qu'on évalue la fonction rénale à la fois du donneur et la fonction rénale du receveur. La seconde évaluation, c'est l'évaluation immunologique, biologique et infectieuse. On va en parler un petit peu plus. Il y a une évaluation cardiovasculaire qui est importante. Il y a également une évaluation métabolique et une évaluation néoplasique. L'évaluation dont je ne parlerai pas, parce qu'il y a tout un exposé qui est dédié à ça, c'est l'évaluation psychosociale et l'évaluation éthique. Alors, l'évaluation rénale en transplantation donneur vivant. Qui est-ce qu'on évalue? Comment est-ce qu'on évalue? Eh bien, on évalue les deux, tant le donneur que le receveur, et on va commencer par le receveur. Qu'est-ce qu'il faut évaluer chez le receveur? Il faut d'abord identifier la pathologie initiale. Ça, c'est un point qui est vraiment crucial, parce qu'il y a au moins 30% de patients qui, après 5 ans, perdent leur greffon par récidive de pathologie initiale. Donc, en identifiant la pathologie initiale, on peut rentrer ça dans l'analyse de risque et se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un risque très important de récidive et donc est-ce que ça vaut le coup de transplanter un rein? Est-ce que ça vaut le coup de transplanter ce rein particulièrement? Comment est-ce qu'on identifie la pathologie initiale? Eh bien, par une belle anamnèse, on essaye de savoir un petit peu qu'est-ce qui a amené le patient en dialyse. Est-ce qu'il se souvient de quelque chose? Est-ce qu'il a des documents qui viennent d'une autre clinique? Je sais qu'il y a beaucoup de patients qui consultent dans des cliniques différentes, parfois même dans des pays différents. Essayer d'obtenir tous ces éléments-là pour savoir quel était le diagnostic initial. On peut également s'aider d'outils biologiques. Est-ce que le patient a déjà eu un dosage de facteur antinucléaire? Est-ce que le patient a déjà eu un dosage de facteur d'ANCA? Est-ce que le patient a déjà eu un dosage d'anticorps anti-GBM? Est-ce qu'il y a une histoire de syndrome d'hémolyse urémie? Est-ce qu'il y a une histoire de néphropathie à IgA? Et le gold standard, évidemment, c'est d'obtenir la biopsie initiale.
La biopsie initiale, parce qu'il y a certaines néphropathies, je pense que vous le savez beaucoup mieux que moi, qui ne sont pas identifiables par l'anamnèse ou la biologie. Une HSF, par exemple, si un patient a une FSGS, c'est quasi impossible de l'identifier si jamais on ne fait pas de biopsie. Il y a d'autres néphropathies qui ont des patterns très différents. Je parle de la néphropathie lupique, qui peut être de grade 1, 2 et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important, si on a les moyens, d'avoir la biopsie rénale initiale du patient. Je vous rassure tout de suite, dans beaucoup de cas, on n'arrive pas à l'avoir, mais il y a quand même un faible pourcentage de cas où on a, au moyen de l'anamnèse, de la biologie, et même si on n'a pas la biopsie, où on ne sait pas quel était le diagnostic. Je pense que la grande majorité des cas, on a une idée globale de quel était le diagnostic initial. L'autre partie dans l'évaluation du receveur, c'est évaluer quelle est sa protéinurie résiduelle, s'il y a encore une fonction, s'il y a encore une diurèse résiduelle. Parce que la protéinurie résiduelle permet de faire certains tests qui peuvent exclure les diagnostics comme une gamopathie monoclonale d'origine indéterminée ou un myélome, et parfois une amyloïdose, en effectuant l'électrophorèse des protéines à la fois sanguines et l'électrophorèse des protéines urinaires. Il faut bien évidemment mesurer la fonction résiduelle du greffon, donc quelle est la diurèse résiduelle. Et il y a une partie qui est très importante, surtout pour nos collègues les chirurgiens, c'est quel est le risque chirurgical anatomique. Est-ce que ce patient est un patient qui a en fait une polykystose et il n'y aura pas de place pour mettre le rein qui va être transplanté? Est-ce qu'on ne saura pas faire de suture artérielle simplement parce que le patient a une artériosclérose très importante? Est-ce que le patient a une duplication rénale? Est-ce que c'est un rein à faire à cheval? Est-ce que le patient a une duplication urétérale? Parce que tout ça a une importance cruciale lors de la chirurgie. Qu'en est-il de l'évaluation rénale du candidat donneur? Eh bien, pour le candidat donneur, bien évidemment, on a envie d'exclure une pathologie rénale qui va aggraver le pronostic de la greffe. On ne veut pas donner un rein qui ne va pas bien fonctionner ou qui ne fonctionne pas bien. Il faut évaluer la fonction rénale par la biologie, voir si le patient a une protéinure, une patient a une hématurie. Dans certains cas, on peut être amené à faire des sérologies. Pourquoi pas? Il faut bien évidemment avoir un examen microscopique des urines et aussi, comme chez le candidat receveur, il faut une évaluation anatomique parce que le chirurgien a besoin de savoir est-ce que j'ai deux bons reins de taille correcte? Quel est le rein que je vais prélever? Est-ce que je vais prélever le gauche ou est-ce que je vais prélever le droit? Quel est l'état des urtères? Est-ce qu'il y a une duplication urétérale? Est-ce que les urtères sont courts? Quel est l'état de la vasculature? Est-ce qu'en fait, il a un dédoublement au niveau des artères et des veines rénales qui impose certains choix chirurgicaux particuliers? Alors, le second aspect de l'évaluation, c'est l'évaluation immunologique. C'est crucial. Qui dit transplantation dit immunologie, on ne peut pas faire sans. Un aspect qui est très important, c'est l'évaluation de la compatibilité ABO. On ne fait pas, c'est pas tout à fait correct, on fait des transplantations ABO incompatibles, mais c'est souvent dans des protocoles expérimentaux avec des sensibilisations. On n'en fait certainement pas où je travaille en Belgique et on en fait très peu en Europe. Il y a moyen de le faire. La décision que nous on a prise ici, c'était bien évidemment de ne pas faire de transplantation ABO incompatible. Donc, il faut s'assurer que le donneur et le receveur sont ABO compatibles. L'autre évaluation importante, c'est l'évaluation de la compatibilité HLA. Ça veut dire, au niveau des HLA, combien d'incompatibilités est-ce qu'on a entre le donneur et le receveur? Est-ce qu'on en a 2? Est-ce qu'on en a 4? Est-ce qu'on en a 6? Il faut se dire que les incompatibilités HLA ont une importance moins importante en transplantation donneur vivant, mais quand même, ça reste crucial pour la survie du greffon. Ce qu'on demande, c'est d'avoir 2 typages HLA pour le donneur et pour le receveur au moins avant la greffe. Et pour le receveur, d'avoir des typages HLA ou un typage HLA jeune. Ça veut dire un typage HLA au moins 3 mois avant la greffe. 3 mois avant la greffe, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent, entre le précédent typage HLA et le moment de la greffe, avoir été sensibilisés. Ça veut dire que c'est des patients qui peuvent avoir eu une grossesse, si c'est des dames, c'est des patients qui peuvent avoir eu une transfusion sanguine, ou le patient peut simplement avoir été sensibilisé par les transplantations précédentes. Donc c'est super important d'avoir un typage HLA qui est un typage HLA plutôt récent. L'évaluation sérologique en transplantation rénale, en quoi est-ce que ça consiste? C'est important d'effectuer toutes les sérologies infectieuses. Sérologie infectieuse, c'est une sérologie HIV, une sérologie HCV, une sérologie HBV et une sérologie syphilis. On fait également, en plus de ça,
ça des sérologies CMV et des sérologies toxoplasmose. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contre-indication absolue si le receveur, c'est-à-dire le patient qui va recevoir le rein, est HIV, HCV, HPV ou syphilis positif. Il n'y a pas de contre-indication absolue, puisqu'il y a un traitement possible pour les HCV, les HPV et la syphilis. Pour ce qui est de l'HIV, dans notre centre, on a une demi-douzaine de patients qui sont en attente, qui ont été transplantés et qui sont HIV positifs. Il y a des centres aux États-Unis qui sont à une centaine, une 200 de patients transplantés HIV positifs. Pour ce qui est du donneur, c'est une autre histoire. En fait, on a choisi, en tout cas dans le centre où je travaille comme contre-indication absolue, de transplantation quand le donneur est HIV positif et HCV positif. Il y a un débat dans la communauté médicale actuellement, essentiellement aux États-Unis, de savoir si on peut faire une transplantation d'un patient HIV positif vers un autre patient HIV positif, et de même pour le patient HCV, mais ça reste encore embryonnaire pour ainsi dire. L'évaluation cardiovasculaire en transplantation est importante. Pourquoi? Parce que le risque de décès cardiovasculaire est un risque qui est très important en péritransplantation. Comment est-ce qu'on évalue le donneur? Eh bien, un ECG, une échographie cardiaque et parfois un test de stress. On n'a pas envie qu'il meure sur la table d'opération. Donc, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'artériosclérose ou encore d'ischémie cardiaque qui soit dissimulée. Pour ce qui est du receveur, quasiment la même chose. ECG, échographie cardiaque et un test de stress. On va voir un peu plus tard qu'il y a une controverse concernant le fait de savoir si oui ou non on doit faire des coronarographies chez ces patients-là. Évaluation néoplasique du donneur en transplantation, c'est important parce qu'on n'a pas envie de transporter un rein qui contient des cellules néoplasiques ou des cellules précancéreuses. C'est pour cette raison que le donneur doit subir l'évaluation qui est appropriée pour son âge. Ça veut dire un frottis de col, une mammographie, une colonoscopie, une radio de thorax en fonction de l'âge. De la même façon, pour le receveur, c'est très important aussi, puisqu'en fait, avec l'immunosuppression associée à la transplantation rénale, on voit des patients qui ont une augmentation de risque néoplasique. Il faut donc être sûr que le patient qu'on va transplanter ne présente pas de néoplasie. Ces patients-là devront avoir une mammographie, un frottis de col, si jamais c'est des dames, une colonoscopie et évidemment une radio de thorax. Pour les hommes, on recommande aussi, c'est pas mentionné aussi, d'avoir un PSA, un avis uro, et parfois on peut même aller jusqu'à l'IRM prostatique pour être sûr que ces patients-là n'ont pas de néoplasie prostatique latente. L'évaluation métabolique est importante aussi. Il s'agit d'identifier quoi? Les patients avec un syndrome métabolique ou les patients simplement avec un diabète. Qu'est-ce qu'on fait? Hémoglobine glyquée, un test de tolérance orale du glucose, une glycémie à jeun, et on regarde un profil lipidique. Il faut aussi avoir accès à des informations indirectes, comme simplement le BMI du donneur et du receveur. C'est indirect, mais c'est très important pour le chirurgien, parce qu'il faut qu'il sache s'il sera capable d'extraire le rein si jamais il y a un magma graisseux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des possibilités de chirurgie bariatrique pour les patients qui sont beaucoup trop gros. Dans notre centre, par exemple, on choisit comme BMI limite le BMI de 31 pour le donneur. Donc, il y a certains patients qui sont à plus de 31. Moi, j'ai 2 patients de mon shift de dialyse qui étaient à plus de 31, chez qui j'ai fait faire un bypass ou bien alors un anneau gastrique afin qu'ils perdent un peu de BMI et qu'ils puissent avoir une transplantation. Et les 2 patients ont une transplantation. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je ne suis pas sûr qu'on le mettra en place dans le cadre du programme actuel, mais c'est possible. Alors, moi, j'aime beaucoup cette diapositive parce qu'elle vient en fait d'un article de l'AJKD. Ça fait partie de la série d'éducation continue de l'AJKD où pour chaque topic en néphrologie, ils ont un superbe article de revue, très concis, très bien fait. Je vous invite à le lire. Les références seront disponibles par la suite. Dans cet article qui a été publié encore récemment, il résumait un petit peu les différents examens et les différents tests qui sont recommandés pour l'évaluation du donneur vivant. Qu'est-ce qu'on dit ici? Un petit peu ce qu'on a déjà dit au début, c'est-à-dire qu'il faut faire une évaluation de la compatibilité ABO. Un critère d'exclusion, c'est si on est ABO incompatible. Évaluation de la compatibilité HLA. Encore une fois, critère d'exclusion si on est HLA incompatible. Mais vous voyez qu'il y a 2 petites remarques ici, parce qu'on le verra par la suite, on peut faire des transplantations avec des HLA incompatibles. Ceci beaucoup plus qu'avec des ABO incompatibles. Pour ce qui est de l'évaluation de la fonction rénale, eh bien, il y a bien évidemment la collecte urinaire de 24 heures. Il propose de faire une mesure du GFR sur base de la clairance à l'iothalamate.
de faire également l'analyse urinaire, de regarder la protéinurie, de faire une imagerie, soit un CT, soit une IRM. Une imagerie, c'est très très bien. La tension artérielle du donneur doit être vérifiée par 2 mesures en consultation. On peut également faire un monitoring ambulatoire de 24 heures. Évaluation métabolique, ça c'est le glucose à jeun, le test oral de tolérance au glucose, l'hémoglobine glycosylée, évaluation lipidique et comme on vient de parler, évaluation infectieuse avec le test de la syphilis, les anticorps anti-HIV, le test nucléaire pour l'HCV, le test nucléaire pour l'HPV et évidemment l'évaluation néoplasique qui est en fonction de l'âge et de l'histoire clinique du donneur. Les critères d'exclusion pour toutes ces catégories sont dans cette colonne-ci. Vous pouvez voir que un donneur qui a un GFR à moins de 80 n'est pas un bon candidat. Un donneur qui a un rein solitaire, évidemment, n'est pas un bon candidat. Un donneur avec une hypertension artérielle, un donneur avec un diabète ou, comme on l'a déjà dit, un donneur avec une sérologie positive pour l'HIV, l'HCV, l'HPV ou encore, évidemment, un donneur avec une néoplasie active. Je souhaiterais maintenant m'attarder, parce que c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir un comité d'évaluation du donneur sur les points qui ont un intérêt particulier, c'est-à-dire quelles sont les zones grises dans l'évaluation du donneur. En commençant par la compatibilité HLA. Eh bien, le risque de rejet et le risque de dysfonction du greffon est proportionnel au nombre d'allèles incompatibles dans la nomenclature HLA. Mais beaucoup d'études ont tendance à montrer que ce risque est minimisé en cas de donneur vivant. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 6 incompatibilités avec un donneur vivant et avoir un risque qui reste quand même minime. Par la suite, il y a l'incompatibilité ABO. Donc, comme j'ai dit dès le début, on ne fera pas de greffe dans des cas d'incompatibilité ABO. Mais il existe ce qu'on appelle la possibilité de don croisé. Avant de parler des cas particulier d'incompatibilité ABO, j'aimerais qu'on s'attarde 2 secondes sur l'incompatibilité HLA. Il y a des données qui sont très contradictoires dans la littérature concernant les possibilités de don avec incompatibilité HLA ou, de façon plus précise, le risque de rejet ou de dysfonction du greffon dans un contexte d'incompatibilité HLA. J'ai pris ici les données d'une étude qui a été publiée en 2014 qui calcule le nombre quel est le risque, la probabilité de dysfonction du greffon en fonction du nombre d'incompatibilités. Vous voyez ici que cette probabilité augmente en fonction du nombre d'incompatibilités et pour 6 incompatibilités, on a une probabilité forcément beaucoup plus grande pour un parfait que pour un parfait match. Ceci est valable tant pour le rein, tant pour les donneurs vivants. Les donneurs vivants, ça c'est LD, ici c'est en noir, que pour les donneurs décédés. Mais comme vous voyez, pour les donneurs vivants, avec 6 incompatibilités, on a un risque qui est quand même beaucoup moindre que pour le donneur décédé avec 6 incompatibilités. Donc, comme on a cessé de répéter depuis le début, ça ne pose pas, l'incompatibilité HEO pose un problème, certes, mais le problème est très minime dans le cadre de dons de reins vivants. Et vous pouvez quantifier en fait le risque avec les résultats de cette étude qui est encore assez récente, puisque c'est de 2017, où vous voyez que pour un patient donneur vivant, donc ça c'est living donor, LR c'est living related, donc c'est un patient de la même famille, ou LU, living unrelated. Si on a living unrelated avec 5 incompatibilités ABO, le risque reste quand même beaucoup moins important que pour un donneur décédé sans incompatibilité. Ça, c'est très important. Le donneur décédé sans incompatibilité, c'est la toute première ligne ici, où on voit que pour 0 incompatibilité, on a une référence ici, donc un risque relatif de 1. Eh bien, un donneur vivant non apparenté, il a beaucoup moins de risque de dysfonction du greffon qu'un donneur décédé avec 0 incompatibilité. Qu'en est-il de l'incompatibilité ABO? Donc, dans ce tableau, vous pouvez voir en fonction du groupe sanguin du donneur à quel receveur il peut donner. Le O est forcément donneur universel, il peut donner à tout le monde. De la même façon, le receveur AB, il est receveur universel, il peut recevoir de tout le monde. Dans les situations beaucoup plus complexes où on a un donneur de type A et un receveur de type
B, donc donneur de type A, receveur de type B, eh bien, il y a une incompatibilité ABO. Donc, du coup, le don sera beaucoup plus difficile, le don sera en fait impossible dans les circonstances actuelles. Ce qui se passe dans ces cas, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un don croisé. Imaginons qu'on a une seconde paire où le donneur est de type B et le receveur de type A, où là encore une fois, il ne peut pas avoir de don direct. Eh bien, ce qu'on fait, c'est que le donneur de la première paire de type A donne son rein au receveur de la seconde paire ici, qui lui aussi de type A. Et alors, le donneur de la seconde paire qui était de type B ne pouvait pas donner au receveur de la seconde paire ici. Il donnera le rein plutôt au receveur de la première paire. Qu'en est-il du don de rein lorsqu'on a une sérologie infectieuse positive? Si on a une sérologie HIV, c'est un problème qui est fréquent, qui sera de plus en plus fréquent malheureusement. Je pense qu'on a calculé que depuis le début de l'épidémie, il y a 75 millions de personnes qui ont été dépistées. Il y en a entre 15 et 20 qui sont décédés du sida. Quand le receveur a une sérologie positive pour l'HIV, dans notre centre, on a environ une dizaine de patients qui ont été transplantés avec une sérologie positive qui n'ont absolument aucun problème. Rien du tout. Ils sont même plutôt, il y a une étude qui avait été faite plutôt au Texas où on montrait que ces receveurs-là avaient une santé qui était plutôt meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils ont un suivi qui est beaucoup plus important que les autres receveurs. Nous, on a actuellement entre 4 et 5 patients sur la liste d'attente et forcément, l'expérience est beaucoup plus étendue dans d'autres centres, les centres de référence HIV en Belgique. Ça nécessite quoi? Ça nécessite une collaboration étroite avec l'infectiologue pour choisir quel type de médicament est-ce qu'on va donner, pour choisir également quel est le meilleur moment pour faire le don. Il faut que la charge virale, bien évidemment, soit supprimée et il faut que le patient n'ait pas de maladie qui définisse le sida. Ça nécessite également une collaboration importante avec le pharmacien pour bien savoir quel médicament au niveau de l'immunosuppression on va donner. La pharmacocinétique des médicaments est importante et il y a effectivement des médicaments qui ont des contre-indications rénales. Je pense notamment au tenofovir, en tout cas l'ancienne formulation du tenofovir, qu'on utilise rarement en greffe rénale, d'autant plus maintenant qu'on a une nouvelle formulation qui est beaucoup moins néphrotoxique. Tout à fait possible qu'un patient HIV positif reçoive un don de rein. Et ma conclusion, qui est une conclusion personnelle, c'est que le statut HIV en 2018 ne doit plus constituer une contre-indication à la transplantation. Pour ce qui est de l'HCV, c'est à peu près la même chose, sauf que notre expérience est beaucoup plus étendue. Évidemment, un critère d'exclusion, c'est la présence d'une cirrhose ou d'un hépatocarcinome. Il faut savoir qu'il y a des nouveaux traitements curatifs pour l'hépatite C. Et ce que nous, on recommande, c'est de faire le traitement curatif d'abord. C'est compliqué, mais c'est tout à fait possible. Et encore une fois, pour l'HCV également, le statut HCV ne devrait plus être une contre-indication à la transplantation. L'évaluation cardiovasculaire du receveur. C'est un point qui est assez controversé. Pour quelle raison? Simplement parce qu'on n'a pas de données fiables quant à l'apport d'une évaluation poussée et surtout de la revascularisation coronaire d'un candidat receveur quand il envoie une maladie coronaire à l'angiogramme. Si on n'a pas de données quand on voit une maladie coronaire à l'angiogramme, il y a certains scientifiques qui se sont dit, mais pourquoi alors faire un angiogramme? En fait, la plupart des données qu'on a viennent d'études observationnelles, il n'y a pas d'études prospectives sur la question. Ce sera dans tous les cas une discussion au cas par cas, en tenant compte de l'expérience du centre de revascularisation, si on décide de faire une revascularisation, en tenant compte de l'âge du patient et également de depuis combien de temps le patient est en dialyse. Donc, il y a des algorithmes qui sont développés, mais qui sont des algorithmes centre spécifiques. J'ai choisi celui-ci, où on voit que pour les patients qui sont à haut risque, ça veut dire diabète, âge élevé, qui ont une maladie coronaire avant, ils recommandent de faire un test de stress. Si le test de stress est positif, pourquoi pas faire un angiogramme? Et si l'angiogramme est positif et qu'on peut revasculariser, on revascularise. Si l'angiogramme est positif et qu'on ne peut pas revasculariser, il considère que ce donneur-là, ce receveur, est peut-être mieux de continuer la dialyse plutôt que d'être transplanté. Mais encore une fois, on n'a pas d'évidence comme quoi cette attitude-ci est la meilleure. C'est pour ça que ce sera vraiment une décision sur base de cas par cas. L'autre point
assez controversé sur lequel j'aimerais discuter, c'est les pathologies glomérulaires avec possibilité de récidive. Qu'est-ce qui se passe quand on transplante un patient qui a comme pathologie initiale une pathologie glomérulaire dont on sait qu'elle peut récidiver? Eh bien, l'expérience la plus étendue a été décrite il n'y a pas longtemps, il y a environ 1 an et demi dans KI. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est voir quelle est la probabilité de récidive de la pathologie glomérulaire en fonction de la pathologie glomérulaire. Ce qu'on voit, c'est clairement que les pathologies glomérulaires qui récidivent avec une très très forte probabilité, c'est les glomérulonéphrite membraneuse, idiopathique ou secondaire, et également la glomérulonéphrite membranoproliférative. Les hyalinoses focaires segmentaires sont celles qui récidivent le moins. La néphropathie à IgA récidive aussi et de façon quasi linéaire avec le temps. Ceci pose moins un problème puisqu'en fait, la prévalence de la néphropathie à IgA est beaucoup moins importante dans la population d'origine africaine. Est-ce que la récidive veut dire forcément qu'on a un décès et qu'il y a une dysfonction du greffon qui induit à la perte de fonction du greffon? Pas nécessairement. Pas nécessairement parce qu'on se rend compte que les patients qui ont une dysfonction du greffon, celle-ci, dans les cas de maladie membranoproliférative, est due à la maladie membranoproliférative uniquement dans 60%, environ 70 à 75% des cas. Ça veut dire que ces patients-là ont également d'autres causes de perte de fonction du greffon. De la même façon, quand on a une glomérulonéphrite membraneuse, on ne perd pas la fonction du greffon nécessairement parce que, à cause de la récidive. On perd la fonction à cause de la récidive uniquement dans environ 60 à 65% des cas. Quand on a une néphropathie à IgA, moins de 60% de ces patients-là perdent la fonction du greffon à cause de la récidive. C'est très important. Ça veut dire que la perspective de récidive ou la peur de récidive ne doit pas nous empêcher de quand même effectuer la transplantation. D'autant plus que vous voyez que les probabilités de récidive augmentent en fonction du temps. Donc si on fait nos calculs, on fait notre évaluation et qu'on voit que ce greffon-là, il peut être encore utile pendant 10 ans, il n'y a pas de raison de ne pas greffer le patient, puisqu'en fait, la probabilité de récidive après 10 ans, elle est importante certes, mais elle est quand même moins importante qu'après 20 ans ou après 15 ans. Enfin, un autre point qui est quand même un point assez crucial et qui est un point qui souvent dans beaucoup de centres est un point qui est ignoré, c'est le screening psychologique et social. Il ne faut pas oublier que recevoir le rein de quelqu'un d'autre est un processus qui peut être émotionnellement et psychologiquement très difficile. Dans le centre de dialyse où je travaille, par exemple, j'ai au moins une dizaine de patients qui ne veulent pas être sur la liste de greffe à cause des barrières psychologiques. Ils disent « je n'ai pas envie d'avoir le rein de quelqu'un d'autre dans mon corps ». Il y a d'autres cas où, par exemple, un membre de la famille se propose de donner, mais ils ont peur de faire courir un risque à ce membre de la famille. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un screening psychologique et social, tant pour le receveur que pour le donneur. Est-ce que le donneur subit une pression sociale et familiale? Est-ce que le donneur est dans un contexte psychologique qui lui permet de donner un consentement qui est un consentement éclairé, un consentement valide? Eh bien, ça, c'est le rôle de quoi? Du comité d'éthique qu'on va mettre sur pied, également du rôle de l'enquête, c'est le rôle également de l'enquête sociale et de l'évaluation psychologique. Donc, évaluer le donneur et le receveur dans le cadre d'un don de rein vivant, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est quelque chose qui nous fait en fait être fiers d'être des néphrologues parce qu'on apporte une solution finalement à un problème qui est la durée de dialyse. Et donc moi je suis tout à fait convaincu que on sera tous très enthousiasmés par cette perspective-là. Et évidemment, s'il y a des questions, s'il y a des points qui n'ont pas été suffisamment développés ici parce que le temps ne le permettait pas et la diversité de l'audience ne le permettait pas non plus, je reste bien évidemment disponible par email ou par téléphone. Je suis dans le groupe des néphrologues camerounais. J'ai quelques interventions dont mon numéro est là. Il y a évidemment moyen d'avoir des informations beaucoup plus importantes. Et si je ne connais pas, parce que voilà, je ne suis quand même qu'un bébé néphrologue transplanteur, j'ai toujours des supérieurs à qui je peux demander pour qu'on puisse donner à nos patients les meilleurs soins possibles. Encore une fois, merci à tout le monde. Tous mes regrets
de ne pouvoir être là aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise parce que je suis très, très, très enthousiasmé d'être à bord de cette merveilleuse aventure. Merci à tout le monde. Merci.